Eh bien, bonjour, je suis ravie de vous retrouver au Pandémonium. Oui, je sais, ça faisait trop longtemps que je n'étais pas revenue. En même temps, on n'est pas 150 000 à demander mon retour. Bref, blague à part, j'ai eu pas mal de choses, pas mal de changements, et donc forcément, je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer de vrais podcasts comme j'aime bien les faire. Du coup, voilà. Je pense qu'en plus, on est dans la bonne saison, le bon moment pour revenir avec un petit podcast, non même deux, un plus court que l'autre. Et si vous entendez des bruits, ne vous étonnez pas, je bosse avec des chats et un chiot, enfin deux chatons, deux chats adultes et un chiot. Donc c'est un peu compliqué pour avoir le silence complet. Bref, là pour l'instant, si vous entendez du bruit, c'est Damonix et bébé Ramsès pour l'instant, on ne fait pas de bruit. Quant à la reine Akasha, enfin princesse Akasha, pour l'instant, elle dort. Donc croisons les doigts et les autres, je sais pas, ont disparu. Bref, outre le fait de mon animalerie qui s'est agrandie, je vis dans un zoo, on va parler, puisqu'on est en plein dans la saison, non pas de Halloween ou Samhain, ma très chère sœur l'a fait à ma place, donc je vous invite très vite, à aller écouter le dernier podcast où elle vous explique la différence. Et moi, je vais vous parler particulièrement du Dia de los Muertos. Je pense que vous avez remarqué que c'est un peu à la mode. Alors effectivement, après le film Coco, on a vu un petit peu de couleur qui s'était invité dans nos Halloween, mais là c'est devenu un petit peu beaucoup, surtout que j'ai vu des trucs qui m'ont un petit peu horrifiée. Notamment mélanger Halloween avec El Dia de los Muertos et juste croire que c'est une décoration. Voilà, il y a des gens qui reprennent les symboles de cette fête et en font une décoration. Alors la culture n'est pas une décoration, la culture n'est pas là pour donner une ambiance et l'histoire non plus. Voilà, hein ? Bon, alors on va parler avec tout le respect qu'il se doit du Dia de los Muertos. Je vais vous expliquer vite fait. Je ferai réellement un podcast beaucoup plus long pour vous expliquer. Là, je vais juste faire un petit résumé de l'histoire. Et ensuite, la chronologie du Dia de los Muertos, parce que ce n'est pas uniquement, comme certains le pensent, le 31 ou la Toussaint. Non, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Voilà. Alors, une petite parenthèse historique. Alors évidemment, c'est une tradition qui est trop ancestrale et qui a des racines préhispaniques, on l'aurait deviné. La fête des morts, on retrouve ses origines avant l'arrivée des Espagnols. Évidemment, c'était des traditions des peuples indigènes du Mexique et avec les Aztèques, les Mayas et même les Toltecs avaient déjà pour habitude d'honorer les défunts et avaient chacun des rituels spécifiques. Contrairement à notre idée, pour eux, la fin de vie n'était pas la fin de vie, on va dire. C'était un passage vers un autre monde, une continuation, plus nôtre qu'une finalité. Comme j'aime le dire, la mort n'est pas une fin, c'est le début de quelque chose. Et au Mexique, ils avaient déjà cette façon de voir la mort, tout simplement. Alors, il y avait plusieurs célébrations qui étaient surtout autour de l'été, et pas comme en automne maintenant. Les célébrations avaient lieu en été, contrairement à aujourd'hui qui ont lieu en automne. Il y avait la déesse de la mort. Alors, je m'excuse vraiment parce que je ne vais pas réussir à le prononcer correctement. On l'a surnommée Dame de la mort et c'était la Micteca Xiuhati. Alors, si quelqu'un peut le prononcer correctement, je serais ravie parce que alors moi je viens d'écorcher le nom et ça me fait mal au cœur. Donc on va rester dans le français que je maîtrise, Dame de la mort, voilà. Et c'était elle qui veillait sur les esprits et les défunts. Petit aparté, c'est une tradition précolombienne qui a du coup fusionné aussi avec les rites catholiques et conquistadors, qui a donné vraiment ce qu'est le Dia de los Muertos aujourd'hui. Et donc forcément, ça a influencé aussi le Mexique. Alors forcément, on va y retrouver une influence catholique et tout le mélange des cultures qu'il y avait auparavant. Donc les Espagnols sont arrivés, les rituels mexicains étaient déjà là, donc ils honoraient leur mort avec leur mélange. Ils ont finalement fait un mélange, je vais y arriver, entre les pratiques catholiques, la Toussaint et le jour des défunts. Et c'est devenu un truc qui est spécifique au Mexique, qui est vraiment typique de là-bas, et que tu ne retrouves nulle part ailleurs, sauf
par les Mexicains et les personnes qui s'intéressent à la culture et qui le font correctement. Voilà, pas par un but commercial. Centre Bisley, bonjour. Donc je reprends. Alors, nous ici, on voit souvent la mort comme un événement très très sombre. C'est la fin, il faut pleurer, il faut être super mélodramatique, même des fois. On va te scruter, voir si tu chiales pas assez ou pas. Enfin bon, bref, on sait que de toute façon, le décès de quelqu'un, c'est pas une partie de plaisir, on est d'accord. Mais quand tu vois même les célébrations de la Toussaint, c'est assez solennel, assez tristoun et voilà, hein, on pourrait s'en passer parce qu'en fait très peu de gens à part les gros pratiquants ne vont fêter la Toussaint où c'est l'occasion pour aller se laver et donner bonne conscience et aller poser des chrysanthèmes sur les tombes. Bref, on peut pas dire que ça soit très folichon en France et qu'on ait vraiment envie de fêter la Toussaint. Voilà, c'est un peu passage obligatoire pour qu'on te dise pas, tu as vu, c'est la Toussaint, t'es pas allé porter les fleurs à mamie. Bah alors, voilà. Bref, même si on détestait mamie. C'était pas mon cas, hein, je dis ça comme ça. Donc, on a vraiment une approche avec la mort qui est complètement bancale, j'ai envie de dire. Enfin, moi, d'après moi, voilà. Et qui n'aide pas du tout à se souvenir des défunts. C'est un peu une obligation, mais voilà, on est un peu dans la douleur. Une fois qu'on a fait le deuil, qui prendra le temps qui prendra selon les personnes, autant se souvenir des gens avec un petit peu de joie, parce que c'est quand même... On a quand même partagé des moments, donc ça serait un petit peu dommage de ne rester que sur la tristesse. Ce que les Mexicains, je vais y arriver, font. Voilà, ils continuent au jour d'aujourd'hui à célébrer les défunts avec beaucoup de couleurs, beaucoup de joie et des offrandes. Tout est symbolique. Les offrandes, l'autel, tout ça, tout a une signification et un symbolisme. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas s'amuser à piquer des éléments d'un autel pour faire de la déco. Non, c'est un peu une insulte en fait pour leur culture, donc on va arrêter. Alors, il faut aussi savoir que le Dia de los Muertos est inscrit par l'UNESCO dans le patrimoine immatériel de l'humanité depuis 2008. Donc c'est quand même reconnaître l'importance de cette tradition, on est d'accord. Donc la base, el Dia de los Muertos, est un culte à la mort qui célèbre la vie. On célèbre les défunts, mais on célèbre aussi le fait de vivre. Donc pour cela, on met des autels qui sont très colorés et ornés de photos. Il y a de la nourriture en offrande, des boissons, tout ce que aimait le défunt en fait. Et pour une façon de les inviter en fait à venir avec nous, c'est c'est symboliquement leur retour temporaire parmi les vivants. Parce que pour eux, pendant cette période-là, c'est la période où les défunts peuvent revenir avec nous et on peut de nouveau partager des moments. Et ils sont là justement pour pouvoir apprécier, c'est pour ça qu'on donne les offrandes. Généralement, c'est les choses préférées des personnes disparues. Alors, il y a plusieurs dates clés, ça on va en parler après. Je vais vite faire... Alors, la différence d'Halloween, est-ce que je suis obligée de le dire ? Les dates sont pareilles, on est d'accord. Halloween, on sait ce que c'est, des costumes effrayants, la récolte des bonbons, blablabla. Voilà, le Dia de los Muertos, je le répète, c'est une célébration joyeuse de la vie des défunts. On retrouve la figure Catrinas. Un jour, je ferai aussi un podcast pour vous expliquer l'origine de la Catrina. Les calaveras, c'est les crânes qui sont décorés, sont partout. Et c'est dans un esprit de respect de se souvenir, en fait. C'est des éléments très importants de ces fêtes-là, ce qui est totalement différent d'Halloween, qui est malheureusement maintenant devenu vraiment symboliquement commercial, mais aussi c'est sympa quand vous n'avez aucune religion, culture ou autre, que vous voulez juste vous amuser. On ne crache pas sur Halloween, évidemment. Donc, la principale chose qui demande énormément de préparation pour la fête des morts, ce sont les hôtels. Avec, alors on dit hôtel ou ofrendas pour là-bas. Chaque famille dresse un hôtel pour rendre hommage à ses proches disparus et, comme j'ai dit tout à l'heure, on y place des éléments qui leur étaient chers. Ça va des photos, des objets et après évidemment tout ce qui est nourriture et boissons. Il ne faut pas oublier la présence des lumières, des bougies, c'est très important. Et vous allez retrouver la magnifique et unique fleur qui est le cempasúchil, on appelle ici fleur de souci aux roses d'Inde. Apparemment, c'est la même fleur. Et c'est son odeur, en fait, qui permet aux défunts de retrouver le chemin. Voilà, c'est la couleur et l'odeur de ces plantes, de ces fleurs,
qui va permettre donc aux défunts de trouver le chemin, et les bougies qui servent aussi du coup à guider leur âme pour retrouver leur route. Alors un petit mot sur les calaveras, c'est ces petits crânes en sucre ou bien en céramique. Maintenant il y en a dans toute forme. Ça symbolise du coup une fois la mort et la renaissance. Les Catrinas, c'était à la base une figure politique qui maintenant a été repris et qui est typique de cette fête-là. Donc c'est des personnages principalement féminins, squelettiques, et qui sont habillés de façon très très élégante et très colorée. Et on en voit énormément. Voilà. Donc c'est pas juste un déguisement, les gens, hein, d'accord ? Donc à Halloween, vous évitez de vous déguiser en Catrinas sans savoir ce que ça signifie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver en tant que nourriture et offrande ? On va retrouver le pan de muerto, qui est décoré avec des petits os croisés dessus. Voilà, exprès. C'est vraiment un pain qui est fait pour cette occasion-là. On y retrouvera évidemment la tequila, le mezcal ou le pulque, qui est une autre boisson mexicaine. On dépose évidemment tout ça au niveau des hôtels pour que les défunts puissent en profiter, hein. Voilà. Alors, il y a plusieurs villes, évidemment, au Mexique. Chacun, en fait, à chaque ville, il y aura une façon de le fêter, hein, de toute manière. Donc, c'est un voyage à faire au Mexique. C'est très intéressant. J'aimerais bien un jour pouvoir le célébrer là-bas. Donc, je vous ai dit, dans les plats typiques, le pan de muerto. Et donc, voilà, qui est aromatisé, à l'anis et à la fleur d'oranger. Merci, le chat, de te passer en plein milieu de mes notes. Le pib, plat maya du anal pixan. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc le pib, c'est un grand tamal qui est farci de viande et de maïs, cuit sous terre dans un four traditionnel. Donc voilà, je ne sais pas du tout, je ne l'ai jamais mangé, mais ça serait très sympa à tenter peut-être. Et boissons traditionnelles, comme je vous l'ai dit, il y a le mezcal, la tequila et le fameux pulque, qui est apparemment toujours populaire là-bas. Et c'est une boisson d'origine aztèque qui est à base de sève fermentée d'agave. En offrande alimentaire, évidemment, on retrouve tout ce que je vous ai dit, le pan de muerto, évidemment, les petites calaveras aussi en sucre. On peut y retrouver des fruits, des bonbons, même des plats complets que aimait le défunt, comme des enchiladas, évidemment, c'est classique. Voilà, donc honnêtement, même si vous faites l'hôtel, il y a ce que je vous ai cité là qui est traditionnel, mais après, chaque famille y met ce qui lui plaît, ce qui était du coup apprécié par le défunt. Comme je vous ai dit, on y met aussi énormément de fleurs du souci, donc le cempasúchil, les bougies, et c'est extrêmement coloré. Et il y a aussi les petits papiers qui sont découpés à la main. C'est un nom, mais je ne me souviens pas. C'est atroce. Donc voilà, ça, c'est la base du Dia de los Muertos, de façon assez survolée. Voilà. Ensuite, la chronologie. Donc on va pouvoir commencer à faire l'hôtel. Pour ceux qui le font, je le répète encore, on le fait de façon spirituellement éclairée. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc maintenant, selon une tradition populaire qui a légèrement évolué depuis quelques années, à partir du 27 octobre, et oui, 27 octobre, on va monter amoureusement l'hôtel pour nos animaux de compagnie disparus. Et oui, au Mexique, ils ont réellement une place au niveau de l'hôtel. Et ils ont su se faire cette place tout seuls, nos animaux. Donc voilà. Donc alors, évidemment, on y mettra la photo de nos animaux, on peut y mettre ses jouets, on peut y mettre son collier, des friandises, tout ce qui va nous rappeler nos petits bouts de chou qui sont partis. Et voilà. Et on allumera les bougies, etc., etc. On revient donc du coup pour le 28 octobre. Le 28 octobre est elle consacrée aux personnes qui sont décédées dans un accident ou de façon tragique. Et les jours suivants, c'est-à-dire le 29, le 30 et le 31, seront les jours organisés pour les disparus. Principalement, on honore toutes les disparus de nos défunts selon les jours. Jusqu'au 1er juillet, pardon, c'est le chat, je surveillais qui mettait une peau mon enregistreur. Et donc voilà, à partir du 28 jusqu'au 31, chaque jour sera un jour dédié à différents défunts. Le 1er et le 2 sont les principales célébrations. Le 1er, donc je reviens sur le 31, c'est la célébration qui est
le rituel des clés, qui est, on va dire, celui qui ouvre, entre guillemets, le Dia de los Muertos, même si maintenant on le fait aussi le 27. Donc le 1er novembre est dédié aux âmes des enfants, les angelitos. Le 2 novembre est donc du coup consacré aussi aux défunts adultes. Et évidemment, pendant ces fêtes-là, il y a la visite des cimetières. Et les familles s'y retrouvent, nettoient les tombes, elles y passent même des fois les nuits. Tout est éclairé aux bougies, c'est magnifique. J'ai vu des reportages, c'est vraiment magnifique. Il y a de la musique, il y a des milliers de bougies, il y a des repas, il y a des gens qui se souviennent, qui parlent des défunts. C'est une véritable retrouvaille en fait. On partage réellement le repas entre les défunts et nous-mêmes. Donc c'est vraiment très très beau. Au niveau des offrandes, comme je vous l'ai dit, évidemment les fameuses fleurs, les bougies ou les ciris, le pain de muerto, le pain sucré, les calaveras, toujours un verre d'eau, évidemment, parce que les défunts ont beaucoup soif quand ils reviennent. Au niveau de l'encens, c'est souvent le copal que l'on sent, c'est l'encens symbolique qui, du coup, va symboliser le passage de la vie à la mort. Et en boisson, comme je vous ai dit tout à l'heure, tequila, il y a aussi de la bière, le fameux chocolat chaud mexicain qui est très très bon, je l'avais fait une fois. Sans le piment, malheureusement. J'avais mis un petit peu de piment, mais c'était pas... Je le sentais, pas assez fort. Voilà. Aussi, au niveau de l'hôtel, il y a plusieurs marches. Normalement, sur la marche supérieure, on va mettre la photo des défunts. Alors, les hôtels peuvent avoir de 2, 3 ou 7 niveaux. Les hôtels ayant 7 niveaux, évidemment, sont souvent considérés comme les plus traditionnels et les plus symboliques. Après, chacun fait selon sa famille, sa tradition et ce qu'ils ont l'habitude de faire. L'hôtel a 2 niveaux. Du coup, il y en aura un qui représente le ciel et la terre. Ceux qui ont 3 niveaux, on pourra y retrouver symboliquement le ciel, le purgatoire et la terre. Légèrement influence catholique, on va le dire, la Sainte Trinité, et l'hôtel à 7 niveaux. Ce que j'aimerais un jour avoir, c'est pouvoir le faire dans le jardin pour qu'il soit magnifique. Cette année, encore une fois, ce ne sera juste un hôtel aux défunts, mais pas du tout l'hôtel que j'aimerais faire parce que il me manque énormément d'éléments et que je ne fais pas ça, j'ai pas envie de faire ça rapidement comme ça. On reprend l'hôtel à 7 niveaux. Chaque mage représente un niveau ou une étape que l'âme doit traverser pour atteindre le repos éternel. Donc le 7e, on y va y retrouver la photo du défunt, ainsi que la destination finale, on va dire, c'est le repos. On peut y retrouver du coup la photo de nos défunts, de nos animaux, de la famille. Le 6 est dédié au purgatoire ou à la purification de l'âme. Donc on peut y retrouver souvent une offrande comme le sel, qui peut être associée à la purification. Le 5, on va y retrouver le pain et la nourriture, les fruits. Donc c'est un petit peu une façon de rappeler la terre. Le 4, on y retrouvera l'eau ou apparemment le savon aussi, serviette pour que l'âme se purifie. Le 3e, la nourriture et les boissons qui sont en offrande au défunt, afin pour son petit réconfort et pour lui rappeler qu'on pense à lui. Au deuxième niveau, les bougies et les fameuses fleurs de Cempasúchil, c'est le chemin et la lumière, pour qu'il retrouve. Et en bas, tout simplement, on va retrouver le copal ou d'autres encens. Et c'est là aussi on va trouver les objets personnels du défunt. Alors évidemment, ça c'est juste un exemple basique. Chaque famille peut totalement changer les significations au niveau des étages de l'hôtel. Ils peuvent changer les différentes étapes vers le repos spirituel. On peut retrouver les offrandes au milieu, en haut, au 3e, bref, voilà. C'est quelque chose qui reste typique de chaque famille et de chaque tradition. Même aussi, je pense que dans chaque village, chacun a une tradition et une façon de le fêter de façon particulière. Voilà. J'espère que je vous ai donné quelques petites informations sur le Dia de los Muertos, que vous arrêterez du coup de penser que c'est de la simple décoration pour faire joli. Non. Et c'est une réelle signification. Et soit on le fête réellement avec, comme je vous ai dit, spirituellement ouvert, vraiment dans le but d'accueillir nos défunts et de les honorer, car c'est principalement le but de cette fête, d'honorer nos défunts et de célébrer la vie aussi. Voilà, et de bien marquer qu'en fait la mort n'est pas une fin en soi, mais le début de quelque chose. J'aime énormément cette approche, je pense que vous l'avez compris depuis très longtemps. Et voilà, donc à mon niveau, je vais faire des célébrations du Dia de los Muertos
très éloigné de l'origine, donc ça va être extrêmement personnel. Et comme je vous dis, j'essaye chaque année de me préparer un peu mieux pour le faire vraiment comme j'aimerais le faire, et j'aimerais un jour pouvoir aller là-bas pour le fêter. J'y emmènerai toutes les photos de mes défunts. Je vais emmener une valise. Donc voilà. Donc je montrerai peut-être mon hôtel sur Instagram qui sera extrêmement modeste. Donc voilà, n'oubliez pas qu'un hôtel du Dia de los Muertos, contrairement à ce qu'on voit un petit peu en ce moment, qui est extrêmement envahi par le côté minimaliste et beige. Non. Au Mexique, on aime la couleur. La couleur, c'est la vie. Il faut que l'hôtel peps. Il faut qu'il pète de couleurs. Il faut qu'il y ait des fleurs. Il faut qu'il y ait des bougies. Il faut qu'il y ait de la lumière. De la joie. Voilà, tout simplement. Donc, pour ceux qui vont le fêter, je vous souhaite de très bonnes célébrations. Pour ceux qui fêtent Halloween, amusez-vous bien. Ceux qui fêtent Samhain, pareil, bonne célébration. Pour ceux qui ne fêtent rien, éclatez-vous quand même le week-end. Et voilà, sur ce, je vous retrouve pour un mini podcast sur mes aventures un peu paranormales. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite.